Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce premier live. Comment parler aux complotistes? Alors c'est une question assez provocatrice. En effet, c'est une question qui peut peut-être titiller certaines personnes. Mais pour nous dépatouiller cette question, pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière, les enjeux qui se cachent derrière, j'ai un invité de marque, Antonin Adjé, qui est doctorant en psychologie du complotisme, mais pas que. Peut-être tu pourras nous dire un petit peu plus sur ton parcours dans quelques minutes. Je voulais juste poser le cadre en quelques secondes sur ce stream et surtout le but qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie de faire à travers ce live. Ce qu'on essaie de faire, c'est de penser, de repenser nos façons qu'on a de parler et de faire société. C'est-à-dire de communiquer ensemble quand on est divisé par des idées et essayer de refaire société à partir de ces divisions en acceptant que ces divisions peuvent exister. Et on peut le dire, je pense aujourd'hui, le complotisme, bah, c'est un phénomène qui est souvent décrit, dont on parle beaucoup, et en même temps qui est très étudié par des scientifiques. Et donc, je trouve ça intéressant qu'on ait à la fois un éclairage scientifique sur le sujet et qu'on puisse aussi se poser des questions très concrètes, très pratiques, qui est de l'ordre de bah, qu'est-ce qu'on fait? On est face à quelqu'un qu'on pourrait peut-être qualifier de complotiste, ou des comportements complotistes, ou des propos complotistes. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle? Comment on parle? Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'on va essayer d'élucider pendant cette heure avec Antonin. Antonin, en quelques mots, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose sur ce que j'ai dit sur toi, sur ma façon que j'ai de te présenter? Bonjour Peter, merci de cette invitation. Je ne sais pas si je suis un invité de marque, mais en tout cas, je suis ravi d'être ici et de participer à, à cet échange qui sera constructif puisque je connais ta méthode. Très rapidement sur mon parcours, j'ai trois cordes à mon arc. Je suis écrivain de science-fiction. C'est pas forcément anodin, c'était bien avant mes études en psychologie, mais déjà, la science-fiction permet aussi de réfléchir au présent, à la réalité. Par exemple, je sais pas, Soleil Vert ou 1984, forcément, si c'est encore aussi connu maintenant, c'est que ça a permis un prisme de réflexion sur la réalité. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec ma saga Interfield, c'était réfléchir un petit peu aux technologies, etc. Créer du lien aussi, paradoxalement, puisque moi, j'ai des, par exemple, juste, pas pour faire une pub de mon livre, mais l'idée, c'est que j'imagine un réseau social qui permet de partager ses émotions. Donc, en fait, le concept, au-delà du roman d'aventure et tout, c'est de prendre la réalité et de pousser le curseur un peu plus loin. C'est un peu la base de la science-fiction d'anticipation, un petit peu entre guillemets engagée. C'est, on n'essaye pas de prévoir le futur, mais de réfléchir au présent à travers une histoire qui va grossir des traits. Bah, 1984, c'est ça. La série Black Mirror, si vous la connaissez, c'est exactement ça. Chaque épisode prend un concept important, les réseaux sociaux, la vidéosurveillance, et pousse ce curseur beaucoup plus loin pour offrir une réflexion sur la situation. Et j'ai des ados, des gens qui m'ont dit, par exemple, ah, grâce à ton livre, j'ai remis en question ma manière d'utiliser les réseaux. Et donc, c'est une manière de communiquer aussi par rapport aux gens de manière très pacifique. C'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir durant cette heure. Je pense qu'on peut avoir des échanges contradictoires, on peut avoir des désaccords sans se taper sur la tête. Le monde n'est pas Twitter, voilà, pour résumer, euh, ou X. Euh, donc voilà, première chose, j'écris des romans de science-fiction. Deuxième chose, comme tu l'as dit, je suis doctorant en psychologie sociale spécialisé dans le complotisme et ses liens avec la politique, donc comment les valeurs politiques, comment le sentiment, par exemple, d'isolation sociale peut pousser au complotisme, pardon. C'est sûrement de ça dont on va en parler en priorité. Et Hmm. enfin, je fais beaucoup d'interventions, notamment en milieu scolaire, à la fac, en médiathèque, sur des informations en général. Et pour, bah, voilà, pour renforcer un peu l'esprit critique, qui est un sujet qui nous parle à tous les deux, sachant que l'idée, c'est encore une fois pas de dire c'est comme ça qu'il faut penser. Oui, il faut absolument croire tout ce que disent les médias, parce que les médias se trompent aussi très souvent. C'est juste, voilà, essayons de comprendre pourquoi est-ce qu'on pense différemment, essayons de comprendre pourquoi des fois on se fait avoir. Et vous, comme moi, l'idée, c'est de ne pas me mettre sur un piédestal, parce que si tu fais ça, on verra ça au complotisme, c'est le meilleur moyen de pousser les gens dans le complotisme, parce que justement, on crée une sorte de hiérarchisation qui n'est pas saine. Voilà pour une petite présentation de mon parcours, en tout cas de mes activités. Ouais, merci Antonin, ouais, c'est très intéressant et très cohérent ces domaines d'exploration Ouais. que tu nous présentes là pour essayer de comprendre ces phénomènes et sans les juger. Et c'est ça Mm. aussi qui est intéressant dans la science-fiction, comme tu décris, c'est que quelque part on porte ce regard, on Oui. grossit un peu les traits pour voir ce que ça peut donner.
et dans le world building et tout ça. Je trouve ça très intéressant, en effet, de se poser ce genre de questions et donc de le faire sans jugement particulier. Et justement, pour prendre un peu de recul sur la question de comment parler aux complotistes ou face au complotisme, comment faire, on va déjà se poser la question de est-ce que ça existe? Alors, c'est une question qui peut Ouais, paraître un peu étrange, parce qu'on en parle tellement qu'on pourrait se dire le simple fait qu'on en parle, c'est que ça existe, un peu comme certains diraient du wokisme, voilà, je sans n'est-ce pas? rentrer dans d'autres controverses. Mais moi, je me Ouais. pose un peu cette question, et notamment sur un plan, c'est le plan psychologique. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des critères, des facteurs psychologiques qui font qu'on peut être catégorisé comme complotiste ou ayant des croyances complotistes? Hmm. Alors c'est la question, est-ce que le complotisme n'est pas un complot lui-même et que ce serait un moyen de nous manipuler? Non mais c'est sérieux parce qu'en fait il y a beaucoup de complotistes justement qui vont dire on nous accuse d'être complotistes pour nous empêcher de réfléchir librement, etc. Donc c'est une vraie question que tu poses. Pour moi la réponse est oui, mais il y a beaucoup de modération à faire. Euh, J'ai toujours un exemple très, très simple. Moi c'était durant le Covid. Notre voisin vient manger chez nous et il me dit quand même, c'est bizarre qu'ils aient trouvé un vaccin aussi rapidement. Voilà. Si là, je me lève de la table et je dis, tu es complotiste de penser ça, mais c'est faux et c'est absurde. C'est-à-dire que te poser des questions, c'est pas être complotiste. D'accord? Un truc, moi souvent, en fait, c'est marrant, c'est qu'avant, quand j'étais écrivain, les gens me disaient qu'ils avaient toujours rêvé d'écrire, ce qui est très bien, allez-y, écrivez. Et maintenant que je dis que j'étudie le complotisme, la première réaction, c'est, bon, écoute, je suis pas complotiste, mais quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, ce qu'ils vont dire, c'est pas forcément la Terre est plate. C'est les médias, quand même. Des fois, ils disent n'importe quoi. Mais je suis d'accord. Les hommes politiques, ils se moquent un peu de nous. Je suis entièrement d'accord. En fait, c'est une distinction importante. C'est pas parce que tu remets en question la légitimité de certaines personnes politiques ou la parole de certaines personnes politiques ou de certains médias. Moi, je suis très critique de beaucoup de médias que tu es complotiste. D'accord? C'est pas ça le complotisme. Ça, c'est une vision à la fois beaucoup trop diluée du complotisme et qui ne sert pas à grand chose, puisque ça voudrait dire que les non-complotistes, c'est des gens un petit peu niais qui croient béatement tout ce qu'on leur dit. Voilà. Après, il faut savoir que c'est souvent posté par des gens qui sont souvent des complotistes en disant que non, non, je ne suis pas complotiste, moi je me pose des questions. Donc voilà. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la politique de votre pays. Vous avez le droit d'être. C'est pas ça qui fait vous des complotistes. Un complotiste, en fait, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Euh, le complotisme, ça existe. Il y a des gens qui sont complotistes. Il y a des gens qui ne sont pas complotistes. En fait, je vais prendre une comparaison qui a été faite par Dieguez et Dedouvé dans un livre de complotisme, je crois, un très très bon livre, un peu pointu mais très très bon, c'est des spécialistes du sujet. En gros, c'est un peu comme la religion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont religieux et il y en a qui ne le sont pas. Donc, ce n'est pas un gradient de 0 à 100 où tout le monde est un petit peu complotiste. D'accord? Il y a des gens qui sont vraiment pas complotistes, on verra après ce que c'est, et des gens qui le sont beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est. Mais au sein de la religion, il y a plusieurs manières d'aborder la religion. Donc, oui, il y a des gens qui sont complotistes et d'autres qui ne le sont pas, mais au sein du groupe complotiste, il y a des gradients. Il y en a qui vont penser que la Terre est plate, il y en a qui vont juste penser que le Covid a été créé par des Chinois et des Américains pour... c'est des degrés différents. Il y a des gens qui pensent que Kennedy n'est pas mort d'une balle d'un tueur isolé. Ça ne veut pas dire qu'eux vont croire que la Terre est plate ou que les reptiliens existent. Donc, il y a des gens qui sont complotistes, c'est-à-dire que voilà, et des gens qui ne le sont pas. Alors, c'est quoi le complotisme? Eh ben, alors, un complot, c'est quoi? Un complot, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui tentent de manipuler, tromper, mentir, faire du mal à un autre groupe de personnes à travers des opérations secrètes. C'est la définition d'un complot. Okay, il y a des complots qui sont avérés. Il y a des vrais complots. D'accord? Le Watergate, c'est un vrai complot. La CIA a bel et bien tenté de déstabiliser des gouvernements. Ce sont des complots. Il y a des vrais complots. Je ne sais pas si on va sur l'actualité, le fait que tous les opposants à Poutine tombent d'une fenêtre, soit c'est une immense coïncidence, soit il y a une opération secrète pour déstabiliser un groupe de personnes. La théorie du complot, c'est beaucoup plus général, et dans le langage courant, c'est un faux complot. La théorie du complot de la Terre plate, la théorie du complot de, je sais pas, de la 5G, de les vaccins, etc., etc. Donc ça, voilà. Un complotiste, c'est une personne, c'est pas une personne qui des fois pense que le gouvernement nous ment. C'est une personne qui va interpréter le monde et expliquer le monde par défaut à travers des complots. C'est-à-dire que Hmm. son explication principale est un complot pour expliquer les choses quand
le hasard, les coïncidences, l'influence peuvent expliquer. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu Ok. ça. À l'échelle individuelle, et je fais un immense raccourci qui n'est pas du tout scientifique, c'est le complot, c'est un peu comme la paranoïa au sens vulgarisé du terme, au sens que si tu pars du principe à ton échelle individuelle que les gens te veulent du mal, etc., ça ne veut pas dire que certains ne te veulent pas du mal, ça veut dire que c'est un postulat par défaut. Donc moi, c'est comme ça que je vois le complotisme, c'est que le postulat par défaut d'explication du monde passe par le complot. C'est très intéressant ce que tu dis parce que pour le relier à des questions que je traite, hein, sur notamment comment créer des ponts dans un contexte polarisé, comment recréer du Tout à fait. lien là où la confiance est détruite. Moi, j'entends beaucoup dans ce que tu dis, c'est que ce lien de défiance systématique envers les institutions, Oui, tout à fait. ça informe la façon qu'on a, notre vision du monde, la façon qu'on a de lire les informations Complètement. à disposition, de les lier entre elles, et donc de faire notre théorie du monde. Et notre théorie du monde qui, du coup, quand on est complotiste, est une théorie du complot. C'est le monde Oui, est un c'est ça. complot parce que j'ai une défiance systématique dans les institutions qui le composent, ou qui le régissent. Tu as entièrement raison et ça me semble important de rajouter cet élément-là. Moi, l'approche purement psychologique ne m'intéresse pas parce que c'est pas mon propos, je fais plus de la psychologie sociale. Par exemple, est-ce que c'est parce qu'ils sont idiots qu'ils sont complotistes? La réponse est non, je pense pas. Effectivement, statistiquement, les complotistes sont moins rationnels. Et effectivement, ils vont plus fonctionner d'intuition. Mais là, il y a un immense débat pour savoir est-ce que l'intuition, c'est plus idiot ou pas. C'est très compliqué. Et ça, voilà. Par contre, ce qui me semble assez solide, et je retrouve ça dans mes propres recherches, dont je pourrais parler, c'est il y a un facteur très important pour moi qui prédit le complotisme, c'est ce qu'on appelle l'anomie. Je ne sais pas si tu connais l'anomie, c'est le Hmm. sentiment de déconnexion par rapport à la société qui t'entoure. Tu te reconnais plus dans la société, tu te reconnais plus dans les valeurs de la société. C'est pas du wokisme, ça, décidément, maintenant on ne sait plus qui est garçon, qui est fille, etc. C'est un sentiment de, voilà, tu es détaché de la société, tu n'es pas inclus de la société. Alors c'est plus une sorte de perception, mais ça peut se traduire de manière aussi économique, etc. Et les personnes qui souffrent d'anomie, donc qui ont un haut niveau d'anomie, donc qui pensent que la société n'est plus pour eux, etc., vont plus croire au complotisme. D'accord? Pour des raisons très simples. Le complotisme implique généralement une élite malfaisante qui veut dominer, blesser, mentir au peuple. Donc si toi, tu te sens déconnecté de la société, c'est logique que tu aies une Ouais. défiance par rapport aux élites et donc que tu crois à la théorie des complots. Donc le complot, pour moi, est plus un révélateur d'un sentiment d'isolation sociale. Et c'est plus l'intérêt du complot, plus que juste dire, oh là là, ils pensent que les aliens existent et qu'ils contrôlent le monde. Ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt, qu'est-ce que ça traduit, qu'est-ce que ça explique de l'individu au sein d'une société. Ouais, Donc super oui, intéressant. effectivement, il y a un lien très fort avec la déconnexion sociale. Et ça, c'est important d'en avoir conscience quand on va aller sur notre troisième partie, c'est comment on parle aux complotistes. Parce que Exactement. s'il y a une défiance des autorités et même des gens, bah, si tu arrives en me disant oui, mais les scientifiques, ils ont dit que, tu cognes la tête contre un mur, en fait, ça ne marchera pas, Ouais. ça va te frustrer, et lui, il va pas changer d'avis, au contraire, il risque de se radicaliser parce que tu Ouais. fais désormais partie du complot. Donc c'est pas la bonne approche, selon moi. Ouais, je vois ce que tu veux dire et justement donc j'en profite pour mettre sur l'écran et désolé parfois les parties de la vidéo coupent un petit peu dans ce stream, j'essaie de gérer plusieurs choses en même temps et je me rends compte que mon ordinateur a un petit peu de mal, mais désolé si parfois on coupe un petit peu, mais en tout cas je pense que la plupart des gens nous écoutent et là ce que j'essaie de montrer c'est ce que tu disais, hein, c'est donc un graphe qui est lu d'une méta-analyse de Shona Barnes et ses collègues qui montre un peu ces différents critères psychologiques qui Ouais, corrèlent plus ou moins bien avec le complotisme. Et on voit qu'en effet, le fait d'avoir un très haut niveau de paranoïa, d'anomie, de cynisme c'est ça. corrèle très bien. On voit aussi certains autres éléments qui sont très attraits à des questions purement psychologiques, voire psychiatriques. C'est ce qu'ils appellent Oui, la schizotypie. C'est oui. la propension à, sur un scale, sur une échelle de la schizophrénie ou de la psychose, la propension à être sur cette échelle. Je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus. Vas-y. C'est pas parce qu'en gros, les personnes qui souffrent de schizotypie, donc schizophrènes, vont être complotistes. Ça ne veut pas dire que l'inverse, c'est-à-dire pas dire que tous les complotistes vont être schizophrènes Bien ou sûr. souffrir de schizotypie. Voilà, il faut bien faire attention à ça. Et c'est la limite. Il ne faut pas réduire le complotisme à sa pure dimension médicale ou psychiatrique parce que je pense qu'on élude une grande part du problème qui est social.
Ouais, Petite ouais, ouais, parenthèse je vois par ce que tu veux rapport dire. à ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est des boucles de rétroaction. Et je pense que ça, c'est un truc hyper important dans toutes les analyses en psychologie qu'on essaie de faire. C'est que c'est toujours des boucles de rétroaction. Il n'y a jamais une cause unique. Et cette cause, elle peut aussi être une conséquence et une cause à la fois. Ouais. Et donc, c'est important en effet de le souligner. Ouais. C'est pas forcément boucle de rétroaction, c'est plus que, je sais pas, c'est pas parce que tous les hommes sont mortels que tous les mortels sont des hommes. C'est plus, tu vois, ce genre de réflexion. C'est-à-dire que Ouais, je pense que beaucoup de gens qui se définissent complotistes ne souffrent pas de schizotypie. Par contre, ceux qui souffrent de schizotypie oui. vont être complotistes. Voilà, c'est plus ça plutôt qu'une boucle de rétroaction qui va alimenter. Là, par contre, cette rétroaction, je pense qu'on la retrouve de l'anomie. Parce que le complotiste qui va s'enferrer de ces théories qui sont globalement, ouais, va s'isoler socialement parce que les gens vont arrêter de lui parler. Il va, tu nous soudes avec la Terre plate, tu nous soudes avec ton complot reptilien, Ouais. et donc ça va accentuer l'isolation sociale et donc l'anomie. Et là, par contre, on a un effet très pervers, un cercle vicieux qui peut être extrêmement violent et qui rend d'ailleurs la possibilité de les extraire de ça, si tant est qu'il faille les faire, c'est ce qu'on verra plus tard, extrêmement compliqué. Parce que, Hmm. par définition, le fait de devenir complotiste, c'est un stigmate social, c'est-à-dire que c'est mal vu actuellement, ce n'était pas toujours le cas, mais c'est mal vu actuellement, Hmm. et donc ça isole les gens. Ouais, tout à fait, tu as bien raison, et là ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact. Il y a un autre élément qui corrèle, que je trouve assez intéressant, et qui corrèle plutôt avec l'inverse, c'est-à-dire qui corrèle avec le fait de ne pas être complotiste, c'est la confiance, et de manière générale, c'est-à-dire le haut niveau de confiance. Donc confiance, typiquement confiance sociale ou confiance dans les institutions. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Parce que en introduction, tu nous disais, quelque part, ne pas avoir 100% confiance dans les médias, ne pas avoir 100% confiance dans les politiques, c'est Hmm. pas du tout irrationnel. Au contraire, ça peut être tout à fait rationnel. Donc comment tu réconcilies ces questions-là? C'est une très bonne remarque, c'est une très bonne question. Parce que je vais partir de mon cas particulier, parce que c'est celui que je connais le mieux. Euh, ma défiance de les médias n'est pas par défaut, en fait. Elle est parce que j'ai eu des preuves que tel média était fallacieux. François, par exemple, ou même Le Monde sur certains domaines, ou même, voilà. Ma confiance dans les scientifiques n'est pas rompue par défaut, mais parce que j'ai eu preuve que Didier Raoult a dit n'importe quoi. Donc lui, je ne fais pas confiance. Mais je garde une confiance légitime en général. Je pense que c'est mon interprétation personnelle. Je suis scientifique, hein, donc dès que c'est un peu un opinion personnelle, je vais mettre plein de précautions parce que c'est un peu de gimmick des scientifiques. Je pense que la différence, c'est en gros, j'ai une confiance par défaut dans les médias et, et dans les scientifiques, mais je suis, voilà, après, partant de là, je vais être critique de certains points. Peut-être que les complotistes, c'est l'inverse. Ils ont une défiance par défaut des scientifiques. Hmm. Et s'il y en a un qui va confirmer ce qu'ils pensent, ils vont y faire confiance. Donc c'est peut-être une sorte de perception par défaut et ensuite une modulation par rapport à ça. C'est ma théorie un petit peu, voilà. Mais je pense que c'est ça, c'est que moi, ma défiance, elle n'est pas de fait. Elle est pas, elle est conditionnée, elle a été conditionnée à des éléments qui m'ont confirmé que tel média ou tel scientifique ou tel politicien n'était pas digne de confiance. Ouais. Et ça, je trouve que c'est très très intéressant ce que tu décris là, parce que pour moi, on est déjà en train de dessiner le Mm. cœur du problème, et donc ce qu'on peut adresser dans une conversation, Oui, c'est si j'ai une vision systématisée de ma défiance, en gros, par défaut, j'ai oui, une défiance, le gouvernement s'exprime, par défaut, je pars du principe que c'est a priori un mensonge, surtout sur certaines thématiques de prédilection. Par exemple, si je suis anti-vax, j'ai déjà construit tout un rationnel exactement. contre la vaccination. Donc je vois quelqu'un me dire la vaccination c'est bien, même si cette personne est digne de confiance par ailleurs, tout d'un coup elle baisse énormément dans mon estime C'est parce ça. que je fais ce lien. Donc c'est très intéressant de voir à quel point les jeux de confiance s'interposent, se superposent et se connectent. Et du coup, l'impact que ça peut avoir pour l'isolement social, pour Tout à fait. ce que tu disais tout à l'heure. Ton exemple d'antivax me fait penser à Michel Onfray. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est très intéressant et ça peut être une piste pour renouer le contact. Michel Onfray, durant le Covid, il est vraiment parti dans les théories du complot. Donc, c'est un philosophe français qui était très connu, qui a une carrière, qui a fait les cours d'éducation populaire, la contre-histoire de la philosophie, était sur France Inter, France Culture, voilà. Et depuis 10 ans, il commence à partir dans les strates complotistes de manière très forte, hein.
pense qu'il y a un multivers qui existe, comme des bulles de savon, je sais pas quoi. Et durant le Covid, il s'est approché de Didier Raoult. Et donc, il commençait à promouvoir la chloroquine, à anti-vax. Et en fait, à un moment, il a changé d'avis. Et il s'est vacciné. Et on lui a demandé pourquoi. Et il a raconté, il a dit, c'est très simple. Moi, j'avais un médecin. Mon médecin personnel, enfin mon médecin, on appelle ça. Je vis en Angleterre, donc Généraliste. merci. Merci de me rappeler Médecin de mes mots famille. mes mots de français. Non, il n'est pas si vieux que ça. Médecin généraliste. Il m'a dit, il a parlé, il a dit, voilà, docteur, vous en pensez quoi de la chloroquine? Et le médecin lui a dit, écoutez, moi, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, de ce que j'ai vu, ça ne fonctionne pas. Et en fait, ce médecin en qui on ferait avec confiance lui a permis de changer d'avis par rapport à ça. Et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on ferait avec une défiance institutionnelle très forte, mais le lien personnel qu'il avait préservé avec ce médecin généraliste lui a permis de changer d'avis. Et c'est une des clés pour parler aux complotistes, c'est de garder ce lien de confiance. C'est très difficile parce que le complotiste, des fois, va dire des propos très violents, voire racistes, ou transphobes, ou homophobes, parce qu'il y a quand même beaucoup de contestations si sociales de ça. Mais ce lien-là, si tu parviens à le maintenir, c'est la clé de parler pour faire évoluer à la marge peut-être un complotiste. Il y a un grand parallèle à faire aussi avec les dérives sectaires. Je pense que c'est à peu près la même logique aussi de discussion. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir qu'en fait, c'est ce lien personnel qui a permis. Et je pense que c'est vraiment la clé parce qu'un complotiste, justement, ne va faire confiance à personne d'autre qu'à un cercle de personnes peut-être très proches de lui. Je me permets une parenthèse, ça me semble important. Beaucoup de complotistes vont être contre l'éducation sexuelle à l'école, par exemple. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont tous pédophiles? Non, je ne pense pas. Mais c'est parce qu'ils ont une défiance de l'institution, de l'école qui va perversifier leurs enfants, je ne sais quoi. Ils préfèrent le faire eux-mêmes. Et en fait, il y a une étude qui a montré, j'ai plus le nom, que justement, voilà, quand tu es complotiste, tu vas en fait te resserrer sur un niveau social bien en dessous de la société, ce qui est normal puisque tu ne crois pas en la société, familiale, proche, etc. Et donc, voilà. Et ce qui a permis à Onfray de sortir de ça, c'est une discussion avec une personne qui était encore de ce cercle proche. C'est une des clés pour discuter avec le complotiste, c'est d'être de cette personne où, malgré sa défiance, toi, il te fait encore confiance. Et c'est très marrant parce que ça relie aussi à deux traits psychologiques. Donc, l'ouverture aux nouvelles expériences, donc ce qu'on appelle le trait openness en psychologie de la Yes. personnalité, et aussi un trait qui est plutôt lié au fait d'être plutôt sympathique, agréable. On dit agreeableness, Agreeableness. mais c'est Yes. pas agréable vraiment, c'est plutôt le fait d'avoir une facilité à accepter ce que quelqu'un dit ou à être à l'écoute, etc. Voilà, c'est plutôt ça l'agreeableness. Et ces deux traits-là sont plutôt corrélés en effet négativement avec le complotisme. Donc ça me fait vachement penser à ce que tu dis là. Je me dis en effet si j'ai une tendance donc à une défiance systématisée, j'ai donc un cercle social de confiance plus restreint qui est lié à mes expériences personnelles, et on reviendra sur le besoin d'empirisme des complotistes. Absolument. Ça fait que, enfin, quelque part, c'est assez déterminé psychologiquement. Oui. Euh, En fait, c'est juste des spécificités psychologiques. C'est un phénotype psychologique qu'on peut plus ou moins comme ça établir. Alors peut-être je vais loin, hein, tu peux Je vais nuancer me juste après nuancer. mon cher Peter. Du coup, une fois qu'on a ce phénotype quelque part, on peut dire, bon, bah, on sait un peu comment l'adresser, comment lui parler. On peut imaginer des tactiques, du coup, des stratégies qui sont pertinentes. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? C'est peut-être un peu, je vais peut-être un J'ai peu loin. nuancé un peu. Non, 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 en fait, je pense que. Alors, enfin, je vais revenir sur donc, ce qu'on appelle le modèle Océan. Donc, c'est une étude est très psychologique, puisque le MBTI ne fonctionne pas, malgré ce que pensent beaucoup de personnes sur LinkedIn. Je Allez pense hop, faire des amis balance une là-dessus. bombe. Ouais. Ah ouais, MBTI, j'en parlerai, je pense, de des posts. C'est pas fiable et c'est une sorte d'effet Barnum assez bien fichu qui vient de la psychanalyse. Bon, on en parlera. Je vais pas lancer des bombes comme ça sans arrêt. Le système Océan est beaucoup plus solide. En gros, comme tu l'as dit, c'est 5 variables. O, c'est openness, donc ouverture d'esprit. Conscientiousness, donc consciencité en français. E, c'est extraversion ou introversion. A, c'est agreeableness, donc agréabilité. Et le N, c'est neuroticism, donc neurocité, je crois, en français. Et voilà. Et en fait, alors,
quand on a commencé à étudier le complotisme, on était vraiment sur une approche très de psychologie individuelle et on pensait avoir trouvé effectivement des liens avec ça. Il s'avère que ça se reproduit très mal par des études. Ok. En fait, c'est très très dur. C'est pour ça que je voulais nuancer. Mais je comprends. Enfin, c'est logique que tu aies trouvé ça parce qu'il y a des études qui l'ont montré, mais qui ont déjà quelques années. Je pense qu'actuellement, c'est quasiment impossible de trouver un portrait type d'un complotiste en termes de psychologie individuelle pour une raison très simple, c'est que le complotisme est dur à définir, c'est hyper mouvant, ça change sans arrêt. Hmm. Une fois c'est les aliens, une fois c'est grand remplacement, une fois c'est Covid, et donc il y a tellement de facteurs. C'est pour ça que moi l'approche sociale, psychologie sociale, me semble plus pertinente. Et c'est pas pour défendre ma paroisse que je dis ça, c'est que je pense que ça l'est. Hmm. Et donc je pense que si on se dit tiens, j'ai trouvé exactement le prototype du complotiste, comme ça je pourrais lui répondre. Je pense qu'on est dans une erreur parce que je pense que c'est pas, même si c'est possible, ça va être vraiment très subtil, très à la marge. D'ailleurs, même mes études qui montraient le fait que le complotisme c'était plutôt tel, tel critère ou tel autre critère, c'était vraiment très, 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 très subtil et ça ne s'est pas Hmm. reproduit. Puisqu'une étude en soi ne suffit pas à établir un fait, il en faut plusieurs et il faut pouvoir les reproduire. Et je pense que dans tous les cas, mais ces cas, c'est pas la meilleure dimension pour réfléchir au complotisme. Ok, Je pense intéressant. qu'il faut mieux réfléchir d'un point de vue sociétal parce que c'est la vidéo qui m'a montré des gens qui pensent que la Terre plate sont pas forcément idiots. Par contre, ils ont une défiance de la société. Et c'est ce qui explique en fait ce rejet, plus que le fait qu'ils seraient stupides. Donc c'est pour ça que moi, je pense vraiment que cette approche est plus pertinente. Ouais. Voilà. Oui, là tu parles d'une vidéo de l'Argumentarium qui a une chaîne YouTube très intéressante où il va en profondeur analyser les arguments sur plein de sujets de société. Et il Ouais. vient de sortir une vidéo sur les platistes, justement avec cette approche-là, et où il parle d'un sujet qui peut être un bon sujet dont on peut parler un petit peu aussi, c'est le besoin d'empirisme, le besoin de vérifier par soi-même. Absolument. Cette fameuse phrase de saint Thomas d'Aquin, je ne crois que ce que je vois. Et qu'est-ce que, pour toi, est-ce que ça peut constituer quand même un des traits qui rassemble pas Bien mal sûr. de traits qu'on voit chez les complotistes en général? Alors, d'ailleurs, petite nuance, le système océan n'est pas un immense révélateur. Par contre, la fameuse dark triade Hmm. psychologique, donc c'est paranoïa, narcissisme et je ne sais plus quoi, elle, par contre, elle est corrélée Ok. au complotisme. Et je dis, alors, moi, mon but, c'est pas du tout de stigmatiser les complotistes, mais par contre, factuellement, effectivement, il y a des traits de personnalité pas extrêmement joyeux qui sont associés au complotisme. Donc c'était Voilà. machiavélisme le troisième, pardon. Machiavélisme, voilà. Mais merci de ta précision. Oui, Ok. l'empirisme, oui, en fait, c'est à la fois la force et la faiblesse de ça. C'est-à-dire que on en a parlé, il y a un platiste qui allait au pôle sud ou au pôle nord pour vérifier que la Terre était plate. Et quand il a vu que le soleil ne se couchait jamais, puisque au pôle nord, au pôle sud, le soleil ne se couche jamais, il a compris que la Terre était ronde. Alors, bien sûr, c'est un cas individuel, c'est pas une preuve, mais je pense que ça révèle cette idée d'empirisme. En gros, je vais tester par moi-même. Et ça, c'est un vrai souci, parce que le vaccin, tu peux pas tester par toi-même. Tu peux pas. Parce que, imagine, moi, je mets un vaccin et je tombe malade le lendemain. Ça prouve pas grand-chose au-delà de mon cas individuel. Et voilà. Et c'est pour ça que les complotistes, certains vont être anti-vaccins parce qu'ils disent, oui, mais moi, ça va, moi j'ai eu Covid, j'ai pas beaucoup souffert. Oui, mais à notre échelle, on ne peut pas savoir. Il faut faire des études sur des centaines, des milliers de personnes et donc faire confiance aux institutions qui font ces études. Et on arrive sur le piège de ça, c'est-à-dire que la science fonctionne si tu as confiance. Enfin, la science fonctionne si tu fais confiance à la science, quoi. Et c'est pareil pour le réchauffement climatique. Oui, mais regarde, il fait mauvais, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a Ouais. pas de réchauffement climatique. Oui, mais le réchauffement climatique, c'est 1 degré supplémentaire sur plusieurs années. C'est quelque chose qui n'est pas à notre portée à nous. Donc, je ne crois que ce que je vois, qui fait un peu écho aussi à, tu sais, au fait de croire que sa famille, tu vois, on est vraiment dans cette idée de resserrement sur soi-même, en fait, et sur ses propres perceptions. Le problème, c'est que on ne peut pas avoir qu'à Terre est plate, ronde à notre niveau. On ne peut pas avoir que le vaccin fonctionne à notre niveau. Et je pense que l'un des soucis aussi, c'est qu'on va beaucoup plus être sujet, par exemple, à l'émotion, au biais de Hmm. l'émotion, qui va influencer notre perception politique. Si on croit que ce qu'on voit, les statistiques qui montrent qu'il y a de moins en moins d'agressions, par exemple, on ne va pas y croire parce que c'est pas notre ressenti. Par contre, la vidéo d'une agression qui passe en boucle à la télé, je ne dis pas que c'est bien, bien évidemment, mais ça va beaucoup plus nous marquer. Et donc, on va surestimer cette proportion à l'agressivité
de par ce qu'on ressent par rapport à cette agression qu'on voit, plutôt que de voir des statistiques froides et sans émotion qui nous disent que l'agression baisse. Alors, c'est en train de se nuancer parce que le monde va un peu mal, mais en tout cas, voilà. Donc, ça explique beaucoup de choses aussi sur la perception du monde, à mon avis, des complotistes. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on arrive en fait assez logiquement à cette question de travailler l'humilité intellectuelle et l'esprit critique, parce que en fait c'est quelque part le par défaut de la réflexion complotiste, c'est resserrement social, low social trust, resserrement social, et je crois que ce que je vois, que les choses empiriquement, que les gens proches de moi, que ce dont j'ai fait l'expérience individuelle plusieurs fois. Sauf qu'en fait, naviguer le monde comme ça, c'est hyper compliqué et ça demande ça demande quelque part d'être incohérent. Parce qu'il y a forcément des moments où, par défaut, tu vas croire dans ce qu'on te dit ou dans le monde tel qu'il t'est décrit. C'est juste que tu n'as pas encore mis les mains dans le cambouis pour regarder dans le détail. Et le jour où tu le fais, si tu as ce réflexe cognitif-là, de l'empirisme et du resserrement social, bah, tu vas douter trop peut-être, ou en tout cas d'une manière qui va t'emmener vers une théorie du complot. Et donc, ça semble assez logique de se dire, bah, il faut travailler des épistémologies différentes, il faut essayer de voir le monde différemment pour nous aider à ne pas devenir complotiste, à ne pas être tenté par des théories du complot. Et pour ça, il faut développer son esprit critique, donc la capacité à analyser les preuves et à avoir une pensée bayésienne plus consciente, donc une pensée, on va dire, probabiliste plus consciente, et une humilité intellectuelle, c'est-à-dire bah, accepter qu'on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas, accepter l'incertitude davantage. J'ai l'impression que c'est deux composantes qui viennent émerger là Je suis d'accord avec dans la toi, solution. mais c'est très long à faire, c'est très compliqué. Et justement, est-ce que ces personnes seront réceptives à ça? Je ne sais pas. Et la Hmm. deuxième chose, ces personnes vont te dire, mais c'est exactement ce qu'on fait. On pense par nous-mêmes, on ne va pas croire les institutions directement. On va être humble parce qu'on accepte qu'on ne sait pas tout. Enfin, alors moi, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses que vont dire les complotistes, mais tu vois, ces arguments-là, et c'est ce que dit la vidéo d'Argumentum, c'est qu'ils prennent ça et ils retournent contre toi en disant, mais toi, pourquoi tu crois que la Terre est Oui, ronde? Parce bien parce sûr. qu'on t'a dit, parce que tu n'as pas pensé par toi-même, Hmm. ce qui est pas faux. Moi, quand je demande aux élèves pourquoi la Terre est ronde, ils vont tous me dire parce on a appris à l'école ou parce qu'on a vu des photos. Les photos, ça peut être truqué. L'école peut dire n'importe quoi. Donc, c'est un peu de piège en fait. C'est que, bien sûr, je suis à fond pour l'esprit critique, mais il faut faire attention parce que eux vont te dire, mais c'est exactement ce qu'on fait d'esprit critique. On critique Ouais. la dominante, on critique, on remet en question des dogmes, etc., etc., etc. Tu fais un peu l'avocat du diable, là, Antonin, Non, je sais aussi quand même. Parce que tu sais que c'est pas exactement la même approche. En tout mais cas, bien je évidemment. pense qu'il y a des gens qui font de l'esprit critique comme tu le décris, et qui disent faire de l'esprit critique, alors que en fait, quelque part, il manque toute la dimension d'humilité épistémique qui est censée venir avec. Et je pense que dans la communauté sceptique, malheureusement, il y a des personnes qui font de l'esprit critique un peu comme ça. J'assène des choses sur les biais cognitifs, par exemple, sans trop jamais moi-même me remettre en question ou appliquer d'abord à moi-même ces problèmes de raisonnement fallacieux. Je vais dénoncer les raisonnements fallacieux des autres sans jamais me poser la Hmm. question des raisonnements fallacieux que j'ai moi. Et c'est un peu ce qu'on voit chez les complotistes aussi, c'est qu'ils vont utiliser ces outils pour dénoncer, mais pas tant pour mieux réfléchir eux. Tu as raison. Mais justement, Ouais. en fait, je ne fais pas l'avocat du diable, c'est vraiment pour comprendre que c'est un phénomène compliqué au sens où ils font comme nous, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que la mauvaise foi, elle existe de partout. Tu vois ce que je veux dire? T'as raison. Et je pense que beaucoup sont sincères dans cette démarche. Je pense Ça, que j'en suis beaucoup sûr. Ouais. pensent sincèrement que eux font preuve d'esprit critique. Vraiment, hein. Alors, certains, comme Albert Kahn, vont se dire, mais lui, c'est une sorte de mentor, sage gourou. Mais beaucoup de gens vont dire, non, mais moi, c'est juste que j'aime pas croire sur parole. Et je vais te dire un truc, moi, quand on m'a dit que le vaccin fonctionne, j'ai pas vérifié. Mais parce que j'ai pas les compétences aussi, je suis pas médecin. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que nous qui sommes prenez sur l'esprit critique, hein, bien évidemment, très généralement, on n'a pas les compétences pour vérifier des résultats scientifiques. Et même lié aux études scientifiques, c'est compliqué. Et une étude scientifique qui n'est pas dans notre domaine de compétences, c'est très compliqué. Donc par défaut, on va faire confiance aux institutions. Et on revient à cette histoire de confiance. Euh,
ce que je te propose, sauf si tu voulais, Mhm. comme tu sais, j'ai ma petite présentation et je pense qu'on aura des questions par rapport à ça et qu'on a malheureusement plus que 25 minutes. Ouais, je t'en prie. Est-ce que ça te va Allons-y, si je, on lance je, je là-dessus? vais, euh, je vais la passer en simultané. Euh, je vais, hop, switcher là-dessus. Ok, donc normalement, ça devrait être visible pour tout le monde. Euh, Moi, je ne la vois pas, mais ouais, ouais, je je te vois plus non décris plus, ce, donc ce qu'il y a. Là, on ouais. est sur la slide titre. Donc, Très bien. tu me dis. Je réponds d'ailleurs à une question que tu m'avais posée, c'est est-ce qu'il faut leur parler? Et la réponse est bien sûr oui. Hmm, Parce que je te rejoins encore une fois sur beaucoup de points. Et un des points, c'est que l'un des soucis de notre société actuelle, c'est la polarisation, la fracturation du vivre ensemble, la fracture du vivre ensemble, qui en grande partie est due, je pense, aux réseaux sociaux. Je pense qu'un des problèmes, euh, même le problème principal des réseaux sociaux, c'est pas tant les fake news, c'est la désintégration de l'idée qu'on peut vivre ensemble. Et tout le monde est hmm. polarisé et pense que l'autre ne peut plus, on peut plus discuter avec lui, ce qui est faux, parce que cette même personne, tu la vois autour d'un verre, tu peux discuter avec elle. Euh, un travail de citoyen, c'est pour moi créer du lien. Ça ne veut pas dire accepter toutes les idées, ça ne veut pas dire accepter des saluts nazis, par exemple, mais ça veut dire que en fait, le simple fait de chercher à parler, regarde, en fait, c'est très intéressant. Le simple fait de vouloir parler à une personne complotiste de manière humble et honnête, c'est faire société. Et or, ce qui manque généralement aux complotistes, c'est ce sentiment que la société n'existe plus. Donc, en fait, le simple fait de créer du lien social avec eux est un moyen déjà de limiter les dérives du complotisme, puisque on essaye de recréer une société autour d'eux. Donc voilà, je pense que Ouais. ce lien social est très important. Ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et là, on a des questions, une question dans le chat, je pense à laquelle on va répondre au fur et à mesure, mais je te la soumets pour que tu Vas-y. l'aies en tête. C'est comment on fait quand il y a un débat sur les sources. Moi, je vais amener des sources. Donc là, Hmm. c'est Rémi Gobert. Peut-être que tu te rappelles de lui qui était en cours de l'esprit critique et qui parle pas mal d'écologie. Il Oui, dit, moi, j'amène des sources comme le GIEC, j'amène des sources qui me paraissent fiables, et l'autre en face m'envoie d'autres sources, oui, oui. qui moi je ne trouve pas fiables. Et comment je fais face à ça? Comment on fait pour avoir une conversation sereine dans ce contexte où en fait nos sources de confiance Oui, sont exactement, diamétralement opposées? exactement. Exactement. Le problème, c'est que alors, c'est un travail sur le long terme. Ce que je propose, c'est qu'on va Ouais, sur le vas-y. PowerPoint. Déjà, je vais apporter des pistes de réflexion et comme ça, on pourra après voir si ça peut alimenter cette question-là. Euh, ok. Tac, là, tu me vois encore, je pense. Je me suis mis en. Ouais, ouais, euh, je vois tout, t'inquiète pas, je te dirai s'il y a un problème. ouais. Là, on est. Je propose d'aller sur la deuxième page, argument conviction. Hmm, En gros, alors, c'est très simple. En gros, dans un monde parfait, on a différents arguments qui amènent à une conviction. C'est-à-dire, par exemple, je te laisse avancer de trois slides peut-être, où il y a un avion, donc, et la Terre est plate. ok, ouais, c'est bon. Ah. En gros, pourquoi je pense que la Terre est plate? Parce que mon argument, c'est que un avion ne pourrait pas voler si la Terre était ronde, puisqu'il partirait dans l'espace, s'il va tout droit. Bon, voilà. Donc ça, c'est un argument qui va être, ça c'est un élève qui m'a dit ça, moi je pense Hmm, que la Terre est plate parce que si elle était ronde, l'avion, comme il va tout droit, il irait dans l'espace, puisque effectivement, il ferait la tangente du cercle et il partirait de l'espace. Très bien. Et bien, dans ce monde parfait, je te laisse avancer. ouais, ouais, t'inquiète, Il continue et suffit de. j'avance au fur et à mesure. Ouais, ouais, très bien. Il suffit de montrer qu'un avion peut voler sur la Terre ronde, parce qu'en fait, il va pas tout droit, il va suivre la courbure de la Terre. Et en théorie de ce monde parfait, comme l'argument est invalide, la personne qui pensait que la Terre était plate va changer d'avis et penser que la Terre était ronde. Voilà. Ça, c'est le monde parfait où en fait, on base une conviction épistémique sur des arguments. Et donc, c'est un peu ce qu'on voit avec le débat sur le fait du réchauffement climatique. C'est-à-dire que dans un monde parfait, cette personne qui nie le réchauffement climatique, elle base vraiment sa conviction sur des sources qui ne sont pas fiables. Et Hmm, donc, si tu peux changer et lui montrer que la Terre que des sources ne sont pas fiables, il va changer d'avis et croire au réchauffement climatique. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, je pense. Je pense qu'en fait, ça marche dans d'autres sens et que la personne a la conviction que la Terre est plate, par exemple, et donc va chercher des arguments pour prouver que la Terre est plate. Donc c'est pas je pense que comme les avions peuvent pas voler sur une Terre ronde, donc la Terre est plate, c'est je pense que la Terre est plate, c'est un postulat par défaut, et maintenant je vais justifier cette croyance, on va dire, à travers des arguments. Et là on est sur un vrai souci parce que si tu démontes
son argument en expliquant que les avions peuvent voler sur une terre ronde, bah, en fait, comme c'est la conséquence et pas la cause de sa conviction, il ne va pas changer d'avis. Il va trouver d'autres arguments. Ces fameux millefeuilles argumentatifs. Hmm. C'est pour ça que les gens se cassent la tête sur les millefeuilles argumentatifs. Donc, en gros, c'est balancer plein de pseudo-preuves qui peuvent être débunkées. Donc, la personne les débunk une par une. Elle va dire, bah, maintenant, j'ai tout débunké. Enfin, il va changer d'avis. Non, il va encore sortir d'autres choses. C'est normal parce qu'en fait, les arguments qu'il a sortis ne sont pas la cause de sa croyance, mais la conséquence. C'est qu'en fait, il a dit, il essaie de justifier sa position. Il ne cherche pas à changer d'avis. Et donc, il va sortir plein d'autres arguments. L'horizon est plat, les rails des trains ne sont pas courbés, etc., etc. Tu me dis, hein, si tu suis sur les images, moi, c'est bon, C'est parfait, ça suit parfaitement. Je ah, profite pour faire fantastique. un tout petit pas de côté théorique, parce que ce que tu décris là, c'est pas juste toi qui le décris, voilà, et tant mieux, hein. C'est la théorie argumentative de la raison de Dan Sperber et Hugo Mercier. C'est un Ah, ouais. postulat en psychologie qui est assez bien accepté, qui est que en fait nos postulats a priori qui sont la résultante de plein de mécanismes psychologiques complexes, nous amènent à chercher des arguments qui vont Hmm, valider ces c'est convictions. ça, Et c'est donc, ça. attaquer les arguments un par un, ça a aucun effet persuasif, Pas du tout. voire ça a des effets négatifs Tout à fait. de backfire, donc des effets de retour de flamme. Et donc, on va chercher d'autres outils pour persuader. Et en plus, ça va dégoûter des gens qui débunkent les arguments un par un, qui prennent du temps et qui voient que ça marche pas. Et donc, ça va continuer la polarisation parce qu'ils vont se dire les complotistes, ils écoutent rien, etc. Et donc, ça, voilà. Donc, c'est pas, on va dire, la bonne approche, entre guillemets. Ce qui peut être intéressant, c'est de demander, mais en fait, il y a quoi derrière cette conviction? Pourquoi est-ce que la personne croit que la Terre est plate? Et là, c'est plus intéressant. D'accord. Alors la croyance, ça peut être par exemple, bah, c'est pas une croyance complotiste. Moi, j'ai une croyance pardon religieuse. Moi, j'avais une femme qui était venue en conférence, qui m'a dit, écoutez, je suis désolé, moi, mon mari, il est très très croyant, enfin, son cousin ou son oncle, je sais plus, et il pense que la Terre est plate parce que c'est écrit dans le livre saint. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que là, tu as beau sortir 15 000 preuves scientifiques, ah oui, mais bon, c'est pas, voilà, parce que, donc c'est une histoire de croyance religieuse. Ou alors, c'est je suis complotiste. Ou alors, il y a le contexte social qui est là très important. Par exemple, une personne qui a décidé de se méfier des autorités, et c'est la raison profonde de sa conviction. C'est l'isolation sociale, l'anomie qu'on a vu précédemment. Bah là, tu as beau changer, tu as beau parler des arguments, des arguments, des arguments, ça ne changera pas puisque ce n'est pas la raison de la conviction. Hmm. Il y a aussi le biais d'engagement. Une personne qui est complotiste depuis 20 ans, qui a perdu ses amis, qui a donné de l'argent depuis 20 ans pour prouver que la Terre était plate, bah, c'est biais d'engagement, c'est un biais cognitif très connu. Plus tu t'engages dans une démarche, plus c'est dur de faire une machine arrière. Il y a un complotiste, enfin un ancien complotiste sur Twitter que je n'ai pas cité parce que je n'ai pas demandé si je pouvais en parler, mais qui était très actif durant le Covid, qui a beaucoup désinformé, et qui a commencé à se remettre en question en parlant notamment sceptique, en MP, en message privé. C'est très important, parce que le contexte social aussi, c'est très dur de changer d'avis quand les gens te regardent, mais en discussion tête à tête, ça marche beaucoup mieux. Et Manon, qui justement n'est plus complotiste, très critique de Didier Raoult, etc. Mais il a fallu un an pour faire ça, pour changer d'avis, parce que il s'était engagé, il y avait beaucoup de followers qui le suivaient, donc valorisation sociale. C'est très dur de quitter ça, d'accord. euh, donc tout ça, c'est des facteurs, alors, comme tu as dit, c'est très complexe et multiple, qui vont jouer sur la conviction. Et donc toi qui essaies de débunker les arguments les uns après les autres, ça ne marche pas, puisque ce n'est pas la raison principale de cette conviction. Donc, on a la croyance, on a des différentes croyances, on a les biais d'engagement, on a le contexte social. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Parce qu'en fait, c'est à ça qu'il faut répondre, et pas forcément aux arguments. Sur la croyance, moi j'avais fait un truc, j'avais fait un thread sur la théorie d'évolution, et j'avais deux groupes de personnes qui s'étaient opposés à moi, pas de manière méchante, hein, de manière assez polie, qui étaient surtout des croyants catholiques ou musulmans, et qui disaient bah non, mais moi j'y crois pas parce que mon livre sacré me dit que c'est pas le cas. Bon, moi, je n'allais pas me moquer de leur religion, ça ne m'intéresse pas. C'est pas du tout ma méthode, et puis ça ne marcherait pas, surtout. Au contraire, ça va faire une réactance, et donc les gens vont être plus polarisés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, mais attendez, en fait, religion et science, c'est pas incompatible. Et j'ai donné des exemples, en fait. Avicenne, par exemple, est l'un des plus grands savants au monde, et c'est un musulman, d'accord. C'est le précurseur de la médecine moderne. Et donc, j'ai donné des exemples comme ça de personnes pour montrer
Hmm. que religion et science, c'était pas incompatible. D'ailleurs, en Inde, je crois, il y a une corrélation positive entre la croyance de la science et la croyance religieuse, ce qui peut sembler paradoxal de nos pays à nous. Donc en fait, l'idée, c'était pas de dire change ta croyance, parce que c'est pas aucun droit là-dessus, c'est bien normal, c'est dire c'est pas incompatible. Et là déjà, on est sur un truc intéressant. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on peut faire aussi au quotidien. Quand quelqu'un dit, par exemple, je sais pas, un exemple très courant, mais moi, j'aime pas Macron, donc quand il dit que la Russie est méchante, je pense qu'elle est gentille, parce que j'inverse. Bah, ce qu'on peut faire, c'est dire, on peut être critique de Macron, mais considérer que ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'en gros, valider une croyance, qu'elle soit religieuse, politique, etc., tout en disant que ce point précis n'est pas forcément obligatoire pour la croyance. Hmm. Moi, souvent, je dis un truc très simple, je dis, mais moi, je suis d'accord avec vous. Oui, les médias, des fois, font n'importe quoi. Mais est-ce qu'ils font ça? Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'ils disent est faux? Ah non, peut-être pas. Et donc voilà, donc peut-être que ça, c'est vrai. En fait, j'accepte. En fait, c'est une espèce de. C'est quoi la zone commune? Qu'est-ce qu'on Ouais, partage? ouais. Mais ça, c'est Ah, hyper déjà, intéressant parce qu'il y a deux choses là. Si pareil, je fais un petit pas de côté vas-y, vas-y. théorique, il y a un truc qui est lié à un domaine de la persuasion, donc qui est le besoin de cohérence. Donc ça, c'est Absolument. Robert Cialdini. Donc en gros, si tu me montres que je peux rester cohérent Exactement. tout en abandonnant cette dimension-là de ma croyance, je suis beaucoup plus ouvert à la possibilité. Tout à Donc, fait. moi je suis musulman, les homosexuels ils vont aller en enfer. Ah, mais tu sais qu'il y a un imam homosexuel au Pakistan qui Maintenant, malheureusement, prêche. il s'est fait tuer, mais. Alors, malheureusement, il s'est fait tuer. Alors, c'est pas avéré qu'il s'est fait tuer pour ces raisons-là, mais en tout Oui, cas, mais il s'est fait tuer. Mais il s'est ouais, fait il s'est tuer. fait tuer. Mais je Malheureusement. trouve ça intéressant de pouvoir Ouais, dire ah, ok, ça fait réfléchir, ça m'oblige à réfléchir à la question. Euh, tout à et fait. donc, on reste dans la cohérence des croyances. Dans le chat, il y a quelques personnes qui parlent d'entretien épistémique, on pourra peut-être y Oui, tout à revenir fait. Tout à fait. après. Ouais, Mais là, ce que tu mentionnes, c'est très compatible avec cette bien idée-là. sûr. C'est Bien sûr. typiquement les types de questions qu'on pourrait aller poser Ouais, pour affiner notre entretien épistémique. Donc, entretien épistémique, hein, qui est donc une technique d'entretien asymétrique où une personne va poser des questions à l'autre ouais, pour ouais, l'aider à explorer sa pensée, à explorer ouais, pourquoi on croit ce qu'on croit. Donc tout à faire de fait. la métacognition, ce qu'on appelle la métacognition à travers des questionnements. Tout Et à fait. on peut, grâce à ce que tu nous donnes là comme outil, vraiment affiner les types de questions qu'on pose et voir que on peut amener une personne à douter ou à se questionner de façon Ouais. très stratégique en se basant là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Moi, je mets juste un point avec sur l'entretien épistémique. Moi, un truc, enfin, moi, la condition que je me pose si j'en fais, c'est que et je pense que c'est en fait général, je veux moi-même pouvoir changer d'avis. C'est-à-dire que, parce que sinon, j'ai l'impression que c'est un peu manipulatoire, que c'est Tout à juste fait. moi qui vais changer d'avis d'une autre personne. Moi, j'ai beaucoup de débats politiques avec les gens, par exemple, ou même scientifiques. Et je dis, mais en fait, si moi-même, je me mets en posture, je peux changer d'avis, déjà, je pense que ça se sent. Ça fait un peu pédant, prétentieux. Et c'est pas forcément éthiquement correct. C'est-à-dire que jouons le jeu tous les deux, ça me semble plus sain et ça crée un lien. Euh, voilà. Alors ensuite, le biais d'engagement. Euh, et, donc, c'est deuxième manière, là, c'est pareil, c'est compliqué. Et en fait, le biais d'engagement, donc imaginons ça fait 20 ans que la personne croit ça. C'est pas toi, avec tes 15 minutes de discussion, que tu vas faire changer d'avis. Si tu penses ça, c'est faux et ça va être très frustrant parce que ça marchera pas. Il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'une personne n'est pas d'accord avec toi à la fin de la discussion qu'elle n'a pas écouté les arguments et qu'elle va pas y penser plus tard. D'accord? Moi, je connais quelqu'un, je crois que c'est Placebo, enfin, c'est un sociologue marocain qui est athée et qui a arrêté d'être religieux parce qu'il justement enfin, il se posait des questions et en fait il raconte que quand lui était athée, il avait des collègues qui étaient musulmans. Il a expliqué pourquoi est-ce que lui il croyait plus en Dieu et ses collègues lui ont dit bah, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et quelques années plus tard, ses collègues sont aussi devenus apostats et ils ont dit bah, en fait c'est ta discussion qui nous a fait réfléchir à long terme, d'accord? Hmm. C'est très intéressant parce qu'en fait, en fait, c'est Hygiène Mentale qui disait ça dans une de ses vidéos. Faut pas voir ça comme oui, non, je change d'avis, mais comme un gradient. C'est-à-dire que si la personne elle croyait un truc faux à 90% et qu'à la fin de ta discussion elle y croit à 80%, toi tu as le sentiment qu'elle n'a pas changé d'avis, mais en fait elle a évolué. Elle a évolué en partie. Donc en fait, paradoxalement, je pense que dans ces discussions, faut pas chercher les résultats.
faut pas chercher le résultat et se dire j'ai gagné. Il ne faut pas se dire ça s'il change d'avis. Parce qu'il ne changera pas d'avis. Un complotiste ne changera pas d'avis au bout d'une discussion, ce n'est pas possible. Parce que, comme tu l'as dit, il y a une dissonance cognitive qui va arriver, il y a besoin de cohérence, et puis la personne elle a peut-être des arguments très très forts. Et puis le complotisme est très doué en fait pour avoir des moyens de se justifier. C'est la base du complot. Si tu donnes une source contradictoire, ça fait partie du complot. Donc, il faut donner du temps au temps, comme disaient d'autres. Un truc que je fais aussi, très important, c'est j'explique pas, je dis pas à l'autre, je veux que tu changes d'avis, j'explique pourquoi moi je pense différemment. J'avais fait ça avec un ado qui était fan de mes bouquins durant le Covid et on s'était rencontrés à Lyon et c'était durant le Covid et il me dit bon voilà, moi ça fait 6 mois que c'est compliqué parce que je ne vais pas me faire vacciner et donc je suis interdit partout, je ne peux plus rentrer dans les restaurants, etc. parce que c'était à l'époque. Alors déjà moi ça m'a fait de la peine parce que voilà et je me suis dit, bah, soit je lui dis, en plus j'avais quelques années de plus quand même, soit je lui dis qu'il a tort, qu'il faut se vacciner, etc. Ce qui, moi, n'est pas ma méthode. Ça ne me plaît pas de faire ça. Ce que je lui dis, c'est je lui dis, bah, écoute, moi, je ne vais pas te faire changer d'avis. Comme ça, je t'explique pourquoi moi, je me suis fait vacciner. C'est une approche très différente. C'est-à-dire, tu lui dis pas, je t'explique pourquoi tu dois te faire vacciner. Tu lui dis, je t'explique pourquoi moi, je me fais vacciner. Et je dis, bah, parce que mon grand-père, il est âgé, que je sais que moi, je pense que les vaccins. En fait, je pense qu'un des pièges, notamment du milieu sceptique, c'est que comme ils pensent avoir raison, ce qui est souvent le cas, scientifiquement, ce n'est pas la question, ils se disent, bah, si je dis que si je réussis à convaincre que ce que je dis est vrai, ça va marcher. Et ils ont du mal à dire un truc, par exemple, je t'explique pourquoi moi je pense que ça c'est vrai. Ou alors, en fait, d'avoir une subjectivité, de se dire, je t'explique pourquoi, parce que moi je pense que le vaccin fonctionne, plutôt que de dire le vaccin fonctionne. Tu vois la différence? C'est moi je pense que le vaccin Bien fonctionne. sûr. Voilà. Et donc je dis voilà, moi parce que je pense que le vaccin fonctionne, je me suis vacciné pour voir mon grand-père. Et en fait, comme ça, la personne garde son agentivité, son libre arbitre, son esprit critique, et elle peut récupérer ce qui l'intéresse. Alors que si tu arrives et que tu lui assènes 15 études sur la tronche, elle va dire, Ouais. mais pour qui tu te prends? Et en fait, tu renforces l'opposition. Donc, une des méthodes que je trouve très intéressante, et que on n'aura peut-être pas de temps, mais un gamin en classe qui était anti-LGBT pour des raisons religieuses, je lui ai pas dit t'es homophobe. Il a 13 ans. Je lui ai dit bah, je t'explique pourquoi moi, je trouve que c'est pas une bonne idée de penser comme tu penses. Et ça permet d'avoir un rapport d'égalité entre les personnes, de créer du lien et de lui permettre de faire lui-même le chemin et pas de lui montrer. Et ça, je pense que c'est une clé parce que en fait, c'est à lui de trouver les clés pour évoluer. Et sur le contexte social, Ouais. euh, puis après comme ça, je pense qu'après ça, on verra s'il y a des questions tout parce qu'il nous Ouais, reste un on peu. pourra conclure. Il y a quelques questions qui sont intéressantes. Ouais. Ah bah cool. Euh, Comme j'ai dit, on peut pas gagner l'échange. En fait, il faut pas chercher à gagner l'échange. Et ça marche, je pense que ça marche si on ne cherche pas à convaincre l'autre. Mais on explique sa position, on explique sa situation, on explique pourquoi nous, on croit différemment. Et quitte à faire du relativisme, hein, je pense, quitte à dire, voilà, bah, tu penses différemment sur les vaccins, tu penses différemment sur la forme de la Terre. Alors, juste un truc, ça c'est facile quand on parle de science. Si le mec il dit, moi je pense qu'il faut brûler les homos, mais moi j'aurais du mal à garder mon calme. Donc, ce que je dis là, non mais ouais, c'est une théorie, et moi en plus je suis pas concerné. C'est-à-dire que tu vois, imagine, je sais pas, je suis une personne noire, et un mec qui me dit, moi je pense que les gens comme toi doivent rentrer de leur pays ou qu'il faut les tuer, j'aurais du mal à dire, tu penses différemment de moi, il n'y a pas de souci. Donc, ce que je dis là, ça reste très théorique. Et donc, il ne faut pas dire aussi aux gens qui s'énervent et qui engueulent des gens, ah oui, mais reste calme, parce que peut-être qu'il y a aussi un affect personnel qui est tout à fait légitime. Donc Bien voilà, sûr. c'est important, je pense. Donc ouais, faut se dire, voilà, faut pas chercher à convaincre. Faut même pas, faut donner des billes de réflexion. En fait, il faut offrir à l'autre des billes de réflexion. Et surtout, il ne faut pas faire ça quand il y a du monde autour, même du monde virtuel. Tu ne vas pas faire changer d'avis de quelqu'un sur Twitter. Dans les messages privés, oui, parce que c'est un tête-à-tête. Moi, dès que ça commence à s'envenimer sur Twitter, ce que je fais, c'est que je vais en MP et que si ça marche toujours pas, je dis viens, on s'appelle. Viens, on s'appelle. J'ai fait ça 2, 3 fois, et notamment avec des sceptiques où je sentais que ça montait et en fait, c'est très facile. Hein, même moi qui ne suis pas forcément très virulent, des fois j'ai vraiment envie d'être méchant sur Twitter parce que c'est un contexte très, très violent. Et en fait, il faut se dire attends, là, qu'est-ce que j'y gagne? Ok, viens, on va en MP. Non, je veux pas. On s'arrête ça. Au pire, je te bloque. On s'arrête ça. Et en MP, et en fait, discussion, déjà, t'entends sa voix. Tu fais, bah alors, pourquoi on s'engueule comme ça? Et voilà. Donc, tu sais, en rhétorique, tu as la délibération et la compétition. La délibération, la compétition, c'est quand tu parles devant du public et tu veux convaincre le public. Sur Twitter,
c'est ce qu'on appelle notamment des virtue signaling, on veut à tout prix convaincre les autres. Et donc, on va poudrer la personne à qui on parle, parce que le but est de convaincre les autres qu'on est quelqu'un de bien, qu'on a des valeurs, etc. Si c'est ton but, très bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu vas dans des messages privés, tu es dans une autre forme de rhétorique qu'on appelle la délibération, où là, ton but, c'est d'échanger avec l'autre, de convaincre, mais de pouvoir être convaincu aussi. Et là, c'est beaucoup plus sain. Donc, n'espérez pas faire changer quelqu'un d'avis en public. Tout ce que vous allez faire, par contre, c'est l'écraser socialement. Donc, vous aurez gagné un prestige social. Mais par contre, lui, c'est perdu, quoi. Hmm. Ouais. Donc voilà, le reste, homme de paille, homme de fer, ça je pense que tu en parleras une prochaine fois. Ouais, je pense Principe de comme on arrive sécurité, vers le bout, en tout ouais, cas, ça nous a ouais, donné quand même un bel éclairage, ce que tu nous as dit, à la fois sur le contexte social, sur quelques outils qui peuvent marcher, oui, notamment, moi, si je résume, hein, c'est garder le lien, absolument, absolument. générer de la confiance interpersonnelle le plus possible, pour en générer, plus moi-même, je montre que je suis capable de douter, que je suis capable de remettre en question les institutions, que je suis capable de comprendre son point de vue. Plus je fais tout ça, plus je crée de la confiance interpersonnelle. Et ce qui me donne du crédit quelque part, le moment où Oui, je vais poser une question qui l'invite oui, à réfléchir ou amener une oui, information différente qui n'est pas connue ou pas prise en considération habituellement, tout en sachant que je peux être un peu stratégique dans les questions que je pose et les informations que je propose. Donc par exemple, à essayer d'être cohérent dans les informations. Donc tu utilises la Bible pour me convaincre, je peux utiliser la Bible aussi pour te montrer qu'il y a peut-être des choses dedans que tu mets moins en mm, avant que d'autres. c'est ça. Mais à la limite, c'est presque accessoire parce que tout ça, c'est des raisons a posteriori de croire ce qu'on croit déjà, en tout cas ce qu'on veut bien C'est vouloir ça, tout à croire, fait. pour Tout à des fait. raisons sociales, pour des raisons de signalement social, d'appartenance au groupe, pour des raisons identitaires. Et donc ça c'est aussi important, je pense, de rappeler cet aspect-là, c'est que les croyances, elles ont un lien avec la dimension sociale, du lien social. Et Oui, donc le fait que je crois dans des choses, ça me permet de faire partie d'un groupe, ça me permet d'avoir une reconnaissance sociale, ça me permet tout à fait. d'exister. Et donc être attaché à ces croyances-là, ça peut avoir cette importance à Complètement. tel point que ce que tu décrivais sur la dynamique message perso sur Twitter versus message public, on peut la retrouver en live, c'est-à-dire un message perso que quelqu'un t'envoie qui est très cordial et sympathique, alors qu'en même temps il est en train de t'enfumer en public sur Absolument. Twitter. Oui, et ça ne veut Donc, pas dire qu'il faut avoir des coups d'œuvre et accepter qu'ils t'insultent, hein. Bien sûr, il y a bien une sûr. part de choses à faire. Mais oui, Ouais. bien sûr, ça va jouer. D'ailleurs, Kenzo Nera, qui a fait une thèse là-dessus, montre que le complotiste a une valorisation sociale à être complotiste. Donc, on est vraiment dans cette dimension-là. Et ça, c'est pareil. Si tu n'as pas conscience de ça, c'est très compliqué de jouer là-dessus. D'où l'importance de ne pas Hmm. isoler aussi les complotistes. Dans, Peut-être ce que je te pour qu'on- propose, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, ils pourront peut-être les poser en commentaire quand on mettra de l'âme. Ouais, Je sais je pas, pense que de toute façon, si je comprends bien les live LinkedIn, le chat sera existant par la suite et super. donc on pourra toujours y revenir et y répondre. Au cas où, Vas-y. il y avait quand même une question, enfin il y a pas mal de recommandations d'ailleurs des gens qui s'y connaissent un peu et qui proposent des idées autour de l'entretien épistémique, des questions à poser, Super, tout ça. Donc super. ça, je reviendrai pas là-dessus. Franchement, allez voir, allez regarder. Il y a une question qui revient quand même pas mal, c'est oui, mais quelque part, le complotiste, il a une vision alternative du monde. Pourquoi est-ce qu'on devrait la dévaloriser? Pourquoi est-ce qu'on devrait Ah, essayer c'est de une très bonne le question. désengager à cette vision C'est alternative? Pourquoi est-ce qu'on ne peut extrêmement. pas lui laisser avoir cette vision alternative du monde? C'est une très bonne question. J'ai pas forcément la réponse. Mais là, on change un peu de domaine, je pense. C'est les conséquences du complotisme. Je pense, mais ça, c'est en fait c'est un choix politique aussi. Moi, je pense qu'il ne faut pas dévaloriser le complotisme, mais il faut savoir que le complotisme va être associé, par exemple, on prend moins de vaccins. Les vaccins, c'est la société qui en pâtit si les gens ne se vaccinent pas. Trump a été élu aussi grâce à des rhétoriques complotistes et on peut voir de manière assez objective qu'il y a des dégâts qui sont faits. Donc, oui, bien sûr, en fait, soit on se dit que toutes les visions de société se valent, soit on se dit non, je pense que cette vision-là peut être néfaste pour la société. Pas les complotistes en tant que tels, mais les conséquences sur le vaccin, voilà, le refus d'éducation sexuelle à l'école, ça a été prouvé que ça augmente le nombre d'actes incestueux. Puisque les gamins qui ont une éducation à l'école vont savoir que ça, ce que leur fait tonton, c'est pas bien, et que donc il faut se dénoncer. Donc,
le problème, c'est pas le complotisme en tant que tel, et c'est même pas les complotistes qui pensent qu'un peu on nous ment, c'est qu'il y a des conséquences. Je pense qu'il y a aussi des dérives sectaires, il y a des gens, Hmm. des leaders complotistes qui se font énormément d'argent. On dit des systèmes de systèmes. Crois-moi qu'il y en a qui se font une thune de fous furieux en jouant sur cette rhétorique-là. Ouais, totalement. Ouais. Il y en a Et plusieurs. Ouais. ça a des Hmm. dégâts sur les gens, ça a des dégâts sur les gens, ça a des dégâts sur la Hmm. confiance de la société. Ils vont jouer aussi à fracturer la société. Donc ils ont un intérêt politique, financier, égotique à jouer là-dessus. Donc ils ont la vision différente, en fait. Le problème, c'est qu'il y a des conséquences sur notre société à toutes et à tous. Hmm. Et que je pense que, moi, ça c'est mon personnage, je pense que la confiance de la science va être nécessaire pour les multiples défis qu'on a à relever plus tard. Hmm. On peut parler du réchauffement climatique, mais je pense que si on n'a pas confiance de la science ou de la technologie, même si ce n'est pas la seule réponse, ça va accroître le danger climatique. Donc je pense il peut y avoir des conséquences en fait sur ce genre de croyance qui, à mon avis, n'est pas bénéfique pour la société. Voilà une réponse très synthétique, c'est qu'il y a des conséquences qui peuvent être dommageables pour nous toutes et tous. Ouais, c'est hyper intéressant de finir là-dessus, de se dire que la pensée complotiste comme un système, Oui, c'est dommageable pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Ça ne veut pas dire que le complot n'existe pas. Ça ne non, veut pas dire que quand on a un doute sur la réalité ou non d'un événement, on est forcément un méchant complotiste. pas du tout. Et c'est bien ça qu'on voulait mettre en lumière aussi aujourd'hui. Je pense, en tout cas moi, ça faisait partie des idées que je voulais mettre en lumière pour aussi répondre à Kevin et à d'autres dans le chat. C'est pas parce qu'on doute de quelque chose à un moment donné qu'on doute d'une information, qu'on doute d'une source, qu'on est complotiste. C'est Pas du vraiment tout. quand on a intégré un système de Oui. croyance qui est que on voit tout comme, en tout cas, on imagine tout comme faisant partie d'un complot. Alors, soit un grand complot global, soit des Mhm. complots systématisés Oui. parce que on a une confiance très 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 limitée dans les institutions et dans les personnes qui nous sont éloignées. Et on voit que l'un de nos paradigmes, c'est de dire, ben, en parlant aux complotistes, notre but, c'est de recréer cette confiance perdue. Oui. Et j'ai envie de dire de comprendre justement cette manière de penser. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de la stigmatiser, c'est de la comprendre parce Ouais. que, et c'est la base de mes études, ça nous en dit beaucoup sur notre société. C'est pour moi, quand je discute avec des complotistes, mon but Hmm. d'ailleurs, c'est rarement de les convaincre, c'est de comprendre cette manière de penser et d'où est-ce qu'elle vient. Pas pour la changer forcément. Là, on est dans une démarche un peu proactive, mais c'est parce que pour moi, ça en dit long sur la société, sur les relations sociales, etc. Donc comprendre ce Ouais. phénomène, c'est un peu comprendre le monde. Et je pense que c'est une très bonne phrase de conclusion. Ouais, très bien. Merci beaucoup Antonin d'être Merci à venu pour ce toi. premier format live, comment parler. On espère avoir d'autres lives comme ça, tous les mois, comment parler aux... on n'a pas encore déterminé, mais ce sera peut-être comment parler aux climato-sceptiques, ce sera peut-être comment parler au manager, ce serait peut-être comment parler aux gens de droite, comme ça pourrait être comment parler aux féministes. Voilà, on va essayer de toucher tous les bords Intéressant. politiques, toutes les visions du monde pour pouvoir vraiment nous aider à reparler, à refaire société par la discussion, par l'échange, par la délibération. Merci Antonin pour ta Merci Peter. participation aujourd'hui et bonne journée à toi et bonne journée à tous. Merci beaucoup, merci tout le monde. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire du live et comme ça, moi, je pourrai répondre directement. Salut, salut.